Salut et bienvenue sur Secret d'entraîneur. Aujourd'hui, je te reçois pour un hors-série avec Labo RNP. Si tu as suivi la saison 2, tu es déjà au courant, mais Labo RNP est notre partenaire principal et sans eux, il n'y aurait pas eu de saison 2. Donc déjà, je tiens à vous remercier les gars, Adrien, Romain et Sébastien, d'avoir sponsorisé Secret d'entraîneur et la saison 2 de Secret. Et ensuite, je tiens à te remercier toi qui regarde aujourd'hui ou qui écoute, parce que vous êtes des milliers à vous être intéressés à ce qu'il faisait. Littéralement des milliers. Et vous êtes beaucoup à vous être inscrits à cette formation-là. Donc vraiment, merci, parce que c'est aussi un soutien direct pour Secret d'entraîneur quand tu vas t'intéresser à Labo RNP. Tu verras, cet épisode est un peu particulier, parce qu'on plaisante quand même pas mal, mais le fond est extrêmement sérieux. Alors il y a quelques termes un petit peu plus compliqués qu'on essaiera d'expliquer sur notre réseau social, donc sur le lien du podcast que tu trouveras en description, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Tu auras le lien dans cette description-là. Sache que cet épisode permet aussi de soutenir Secret d'entraîneur parce qu'il y a un lien affilié. Labo RNP ouvre une cohorte de formation la semaine prochaine, donc début mai. Si tu t'inscris en passant par le lien, je vais être transparent avec toi, on prend un pourcentage qui permettra de lancer la saison 3. Donc si tu veux t'inscrire à la formation Labo que tu hésitais, n'hésite plus, passe par ce lien et fais-toi plaisir. Personnellement, j'ai été formé il y a un peu plus d'1 an et demi sur mes fonds propres, c'était pas un sponsoring, Secret d'entraîneur n'existait pas encore. Et aujourd'hui, je l'utilise quotidiennement sur mes athlètes ou sur moi-même, qui a été opéré du genou il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, ça fonctionne. Ça paraît un peu gros, mais vraiment, faites au moins la formation intro et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Je vous laisse à l'épisode. On parle très principalement de la création du mouvement et de son contrôle. Mais vous allez voir, ça va assez loin et c'est assez poussé. C'est vraiment un épisode qui est passionnant. Malgré le sponsoring, vous inquiétez pas, le fond y est. Allez, bon épisode, on se retrouve après. Salut. La révolution dans l'entraînement est arrivée. Découvre Labo RNP, une formation qui innove l'univers de l'entraînement avec les dernières recherches scientifiques en neurosciences. La reprogrammation neuroposturale est un système de référence dans l'évaluation et l'entraînement individualisé du sportif. Labo, c'est l'outil essentiel pour une prise en charge individualisée dans l'optimisation du mouvement. J'ai moi-même suivi cette formation auprès de Romain, Adrien et Sébastien il y a plus d'1 an et je dois avouer que j'ai été complètement bluffé. Donc si comme moi, tu souhaites explorer une nouvelle ère de l'entraînement, clique sur le lien en description. Encore merci à Labo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Place à l'épisode du jour. Salut les gars, bienvenue sur Secret d'entraîneur. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Qui êtes-vous? Qui commence? Vas-y. Donc, je vais commencer. Donc, je suis Sébastien Zimmer. Donc, je suis préparateur physique de formation. J'ai fait une licence Master STAPS à l'Université de Strasbourg. Et puis, bref, différentes étapes de ma vie qui m'ont emmené vers ce côté plus neuro qu'on va discuter tout à l'heure. Puis, j'ai eu la chance aussi, quand j'étais à Lausanne à ce moment-là, de travailler en collaboration avec un laboratoire de neurosciences pour combiner plus approche neurosciences clinique versus entraînement et où on a pu concilier ces deux choses-là. Ok. Romain, tu as le micro, vas-y. Alors Romain Kachanda, prépa physique aussi, donc issu de Master STAPS comme Sébastien. Deux valences dans mon métier, un côté plus développement des qualités physiques qu'on connaît bien avec la préparation physique, où tu viens soutenir le couple entraîneur-entraîné sur le versant du développement des qualités physiques, et un versant qui est plus optimisation du potentiel, où on va parler beaucoup de boucles sensorimotrices, de neuro, de réflexes archaïques, mais qui est plus sur le côté développement des aptitudes techniques, si on peut dire, et de tout ce qui est apprentissage moteur, pour également soutenir le couple entraîneur-entraîné et faire en sorte qu'on ait des résultats significatifs sur le terrain, qui est un peu la chose qui me drive et qui nous drive au quotidien. Avoir ces résultats sur le terrain et ces gâchettes qui nous permettent de voir de réelles progressions sur le terrain. Trop bien. Et là, Adrien, bonne chance pour passer derrière ça. Ouais, en fait, en plus, il parle super bien. Moi, Adrien Chartier, plus simple. Donc, préparateur physique, j'ai eu plusieurs vies. Préparateur physique, notamment dans les sports de combat, après un petit peu dans les sports de force. Je suis passé aussi par une fédération, j'étais conseiller technique sportif national dans une fédération pendant plus de 6 ans. Et puis après, bon voilà, la découverte de la neuro, suite à des problématiques personnelles où je me suis beaucoup blessé. Et on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui passent par différentes pratiques parce qu'ils se blessent. Et donc, ça a été mon cas. Et je suis rentré par le milieu fonctionnel, on va dire, découverte des automassages, des mouvements fonctionnels. Et au fur et à mesure, en trouvant que les protocoles étaient des fois un peu trop longs pour moi comme pour les athlètes, j'ai découvert la neuro. Et là, je me suis aperçu quand même que c'était un super outil. Et maintenant, je travaille principalement donc, en cabinet sur des consultations, bilan neuro, réflexes archaïques, etc. Et avec des enfants que je suis qui ont des troubles atypiques. Voilà. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui vous a amené à bosser ensemble pour développer la reprogrammation neuroposturale déjà?
Le hasard. Je la fais courte. Voilà. En gros, Un accident. on discutait ensemble depuis longtemps, parce qu'on se forme beaucoup, tous les trois, et on a fait des formations qui étaient communes. Et on aimait mettre en commun ce qu'on avait comme acquis, nos expériences, etc. Et dès qu'on avait des bilans, on échangeait. Et il y a eu cette période là, du Covid, le deuxième Covid, où on nous dit vous allez de nouveau bloquer. On s'est dit mince, punaise, on travaille quand même beaucoup, on a des gens qui viennent nous voir, comment on va faire? On va de nouveau être bloqué comme ça avait été précédemment là, en début 2020. Et on s'est dit tiens, on va lancer des bilans en ligne. C'était une super idée. Hein. On s'associe tous les trois, on fait de la pub sur Instagram, on dit on va faire un truc tous les trois. Il y a eu une hype de ouf qui s'est créée. On a eu 700 personnes inscrites à ce premier webinaire. Et là, on lance le webinaire. Et il plante au bout de 10 minutes. Donc c'était la loose, tu vois. Mais on a quand même eu le temps de poser la question aux gens, comme on fait tout le temps à l'entrée des webinaires, qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là? Et les gens, ils nous répondent tous, on cherche une formation. Et on a dit, waouh, en fait, tu sais là, le switch marketing, en fait, où tu dis, mince, on est en train de proposer quelque chose à des gens, mais ils attendent pas ça du tout, ils attendent pas ça de nous. Et les gens veulent se former en neuro. On sortait du premier Covid où les gens, ils ont découvert des multitudes de podcasts, notamment autour de la neuro. Et donc là, on s'est dit, tiens, on a fait un brainstorming, je crois, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin cette nuit-là. Hein, c'était long. Romain, il s'en fout, il dort retard. Mais Sébastien, qui se réveille tous les jours à 4 heures du matin, c'était compliqué. À un moment, il nous disait, les gars, je me réveille dans 2h30. Et on a fait un gros brainstorming et on s'est dit, OK, c'est l'idée, en fin de compte, de monter ce que nous, on aurait aimé avoir dès le début, à la suite de tout ce qu'on a fait comme formation et toute notre expérience. Ok, trop bien. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi la neuro? Parce qu'on dit la neuro, ça vient de neurologie, mais on n'est pas des médecins, donc c'est quoi? En fait, ça vient d'une réflexion toute simple. On l'a dit, on est 3 préparateurs physiques, on s'intéresse au mouvement. Question toute simple, comment est-ce qu'on bouge? Question de base. Comment est-ce qu'on bouge? Comment est créé le mouvement? Tu peux regarder n'importe où. Le cerveau contrôle les muscles. Le cerveau permet le mouvement. Qui s'intéresse au mouvement? Qui s'intéresse au cerveau finalement? C'est ça la question. Donc finalement, en tant que tu sois coach sportif, dans la rééducation ou dans la performance ou même dans la remise en forme, on s'intéresse au mouvement. Mais pour s'intéresser au mouvement, du coup, si le cerveau contrôle les muscles et le mouvement, il faut s'intéresser au cerveau. Et qu'est-ce que la neuro? C'est juste une lentille d'évaluation en lien avec le système nerveux. Comment est-ce que le cerveau il fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne bien? Parce que du coup, si tu comprends ça, tu sais que le cerveau contracte et contrôle les muscles. Mais si ton cerveau ne fonctionne pas bien, du moins il y a des immaturités, il est un petit peu moins bien activé, du coup, il peut y avoir des répercussions au niveau du mouvement ou des muscles. Tu as des muscles qui sont un petit peu trop tendus, des muscles un petit peu faibles. Mais du coup, est-ce que c'est plus structurel, ces muscles qui sont tendus, faibles, ou c'est plus une mauvaise activation du cerveau? Le muscle n'arrive pas à connecter avec le cerveau n'arrive pas à connecter avec ces muscles-là. Et c'est ça la réflexion de fond, c'est juste comment est-ce qu'on bouge? Le cerveau contracte, contrôle les muscles. Est-ce que ton cerveau fonctionne bien? C'est ça finalement la neuro. C'est aussi simple que ça. Ok, trop bien. Alors, petite question rigolote. Est-ce que c'est en lien avec certains types d'intelligence, le fait de savoir bien contrôler et bien activer son cerveau, comme tu parlais? Je ne sais pas si ma question est claire. Ouais. Qui répond? Je vous laisse passer le micro. Hein. Vous pouvez répondre à plusieurs, pas de problème. Vas-y, Romain, ton serveur interne, il dit quoi? J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Par rapport à l'intelligence, je ne sais pas si on peut résumer la neuro par rapport à l'intelligence. C'est marrant parce que hier soir, en étant en voiture, on parlait de l'intelligence, qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, et que on parlait à la base de tests de QI, tu sais. Et on voulait pas résumer l'intelligence à un test de QI, ça, on le sait, tu vois, c'est surfait, mais surtout au fait que l'intelligence se développe dans un contexte. Donc, nous, est-ce que notre objectif, c'est de développer l'intelligence des gens? Je pense pas. C'est de développer plutôt leur potentiel par rapport au contexte. Donc, voilà. Et on parlait de... Je veux pas... Ça va être dur parce que, tu sais, on va critiquer des gens, c'est pas l'objectif, mais, tu sais, on donnait l'exemple d'un footballeur très connu qui était en équipe de France, un peu balafré à l'époque. Tu peux dire un Ribéry, moi j'ai... Non, mais on parlait de Ribéry, et il y a une personne qui me dit, ouais, mais Ribéry, il est débile. Non, Ribéry, il est très intelligent. C'est un master, tu vois, dans sa pratique. Il est très intelligent dans son contexte. Donc voilà, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est développer, mais en fin de compte, le potentiel des gens dans leur contexte, tout simplement. On veut améliorer ces boucles sensorimotrices dans leur contexte sportif.
Donc voilà, l'optimiser. Peut-être qu'elle ne le sera jamais à 100%. L'objectif, c'est améliorer pour amener une performance au moment attendu. Il y a un point qui me met aussi en tête par rapport à ce côté intelligence. Lorsqu'on va parler plus d'activation du cerveau par rapport à ce que tu évoquais, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évolution, on va dire, de l'homme, avec un grand H, c'est que le pied s'est développé avant le cerveau. Et du coup, en fait, là, je fais le pont, parce que lorsqu'on parle neuro, on peut tout mettre dedans, finalement. Ouais. Mais on va dire, on a trois grands versants. C'est le côté posturologie, côté neurologie fonctionnelle et côté réflexe archaïque. Et le pied, il y a beaucoup de liens avec tout ce qui est les immaturités sensorielles. Tu regardes le cortex somatique, bref. Tu regardes une je dis d'arrêter ça. Tu regardes une partie du cerveau, on voit que le pied, il a une très grande partie, il est très sensoriel. Il y a beaucoup de réflexes qui sont en lien, et c'est un des premiers capteurs au niveau de la posturologie. Et en fait, tu te rends compte que l'évolution du pied peut être en lien, quand tu extrapoles, avec, pas l'intelligence, mais plus le développement cérébral. Donc, est-ce que le côté neuro est en lien avec l'intelligence? Je ne sais pas. Ce que je dis, c'est juste qu'il y a un lien entre cette sensorialité, l'aspect sensoriel et moteur des différentes composantes du corps avec l'activation du cerveau, finalement. Et tu vois, quand on prend, par exemple, l'exemple très simple, on va dire, des réflexes archaïques, ben, tu regardes, il y a toujours des triples composantes. Il y aura une composante motrice, émotionnelle et cognitive. Donc, en fait, la capacité de bouger, est-ce que c'est en lien avec l'intelligence? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu sais que tout est imbriqué. Et c'est difficile de tout dissocier, en fait. On revient aussi sur le côté émotionnel. Il y a beaucoup d'exemples de sportifs de haut niveau, mais même de personnes dans la vie de tous les jours qui ont eu des accidents, etc., où l'émotionnel prend une part et révèle les capacités physiques, finalement, de la personne à un instant T. Alors, ce n'est pas durable forcément, mais des histoires de personnes qui se retrouvent bloquées, qui retrouvent une force de fou pour sauver leur enfant ou eux-mêmes, ou des sportifs champions olympiques qui sont en état de flow et qui se retrouvent avec de la force dont ils ne se doutaient même pas. Donc, c'est un peu ça, en fait, la neuro. C'est essayer d'aller activer des boucles qui sont un peu dans ce système-là. Je sais pas, tu pourras peut-être plus débattre sur le volet prépa physique, Romain, je pense, mais moi je vois des fois la neuro un petit peu comme de la PAP, tu sais, où on va chercher une post-activation par potentiation en venant stimuler un élément qui va être clé pour l'athlète, tu vois. Donc, Romain, je suis sûr que tu as plein de choses à dire là-dessus. C'est très très vaste. Et je sais pas si on peut faire des raccourcis aussi rapides, si on peut dire. L'objectif, il est plus d'aller observer qui est devant toi et quels sont les éventuels freins à sa performance. On va parler de la boucle sensorimotrice. Cette boucle sensorimotrice, elle fait partie c'est un élément fondateur des théories de l'apprentissage, plutôt du côté écologique. Écologie de l'apprentissage, tu vas regarder Newell, toutes ces choses-là. Même Schulhorn, qui fait du bruit dernièrement sur l'apprentissage différentiel, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette boucle sensorimotrice, c'est bouger pour percevoir, percevoir pour bouger. Et l'objectif, c'est quelle est ta capacité à bien percevoir à un moment donné. Et là, on pourrait ouvrir avec des PM, des préparateurs mentaux, sur la courbe du stress en U inversé, la bonne activation, des choses là. Et au final, c'est juste quelle est la calibration optimale de cette boucle sensorimotrice à un moment T. Et quels sont tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur cette boucle sensorimotrice. Sachant que le stress, donc tu l'as vu sur le modèle qu'on a fait avec un entonnoir, où en fait rentre dans cet entonnoir à la fois les entrées sensorielles, mais aussi le stress, l'interoception, mais même la digestion, donc tout ce que tu as mangé. Toutes ces choses-là rentrent dans un entonnoir et amènent une certaine calibration de cette boucle. La calibration va changer en fonction du moment de la journée. Le fait d'arriver en compétition, d'avoir tes routines, etc., tu vas chercher un certain degré d'activation de cette boucle sensorimotrice. C'est là que je rejoins Adrien sur cette idée de PAP. Et cette idée que la neuro, mais au final, c'est pas la neuro, c'est la calibration de la boucle sensorimotrice, a sa place à l'échauffement pour arriver à une calibration qui correspond à l'acte moteur qu'on veut par la suite, qui est celui d'une compétition ou d'un entraînement ou d'une activation X ou Y qui dépend du contexte. Et là, on en revient sur l'apprentissage, où on a une tâche, un environnement et une personne, un individu. C'est un triptyque avec une boucle. Perception, action, perception, action. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des coachs sont très intéressés sur l'action, le mouvement. C'est très bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout ce qui est sous-cortical, tout ce qui est perception du monde? Et la qualité que tu as de cette perception du monde à un moment donné, où je pourrais donner un exemple tout simple, c'est
Jouer au football à 13h, plein soleil, c'est pas la même chose que s'entraîner le soir à 20h avec les spots lumineux. C'est pas la même chose que faire un match avec 100 spectateurs, vs un match le soir, jour de derby, 30 000 spectateurs dans le stade. D'un point de vue sensoriel, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu en prends compte? Est-ce que tu le travailles à l'entraînement? Et c'est là où tu peux avoir des modulations, où c'est pour ça que ça dépend. Parce que tu vas chercher une boucle qui correspond et qui soit étalonnée pour un moment T. Et cette idée de neuro, le grand mot neuro, c'est juste prendre en compte tout ce qui est sous-cortical, tout ce qui est sensoriel, les entrées sensorielles, dont font partie les réflexes archaïques, parce que c'est la manière dont on calibre une boucle sensorimotrice en tant qu'enfant jusqu'à un certain âge, et l'intégration de tout ça, de tous ces sens ensemble. C'est-à-dire que tu peux avoir la vision, le vestibulaire, le proprioceptif et la capacité d'intégration des trois ensemble à un moment T. Et ça passe par des structures sous-corticales comme le thalamus ou des choses comme ça, qu'on peut développer ici, le tronc cérébral, des choses comme ça, mais qui vont avoir un impact in fine sur le mouvement. Et on en revient sur, ok, on parle de neuroanatomie, etc. Mais en réalité, dans tous les cursus de coach, il y a à un moment donné un truc qui parle d'apprentissage moteur. Si tu t'intéresses à l'apprentissage moteur, si tu es technicien, il y a un moment donné, il va falloir que tu apprennes à comment on bouge. Et c'est comme ça que, perso, et nous trois, on est arrivés sur les neurosciences, parce que tu te retrouves sur le terrain très souvent face à des problématiques qui ne sont pas forcément d'ordre des qualités physiques, comme je le disais, développement des qualités, mais plus d'ordre technique. Et ça, c'est les champions d'entraînement. C'est le mec qui, je comprends pas, sur tous les indicateurs de la perf qu'on a identifiés, il est plus fort en squat, il est plus rapide, il est plus tout ce que tu veux d'un point de vue des qualités physiques. Pourtant, en compète, il se passe rien. Ces mecs-là, il faut les aider. Comment tu peux les aider? Est-ce que tu passes un squat de 200 à 250? Est-ce qu'il va gagner 2 mètres au poids en faisant ça? Ou est-ce que la problématique, elle n'est pas d'un autre ordre qui est plus... Et là, on fait les raccourcis. Ouais, mais non, en fait, techniquement, ça ne va pas. Ok, très bien. Comment, en tant que prépa physique, en tant que praticien RNP, neuro, tu mets le mot que tu veux, tu peux aider le couple entraîneur-entraîné à ce que la consigne technique, elle passe, et à ce que tout ce qui bosse en muscu, ça passe dans le poids. Ça passe dans le combat de judo. Ça passe dans les bonnes affordances, les bonnes prises d'informations au moment du shoot pour un handballeur, etc., etc., etc. Je me suis un peu peut-être égaré, mais... En fait, ce qui est bien, c'est que tu abordes ce que les préparateurs mentaux appellent l'ISOF, la zone de fonctionnement optimale, et la neuro est une entrée pour y arriver. Et donc c'est super bien. Et c'est un système complexe. Ouais, tout est interrelié, et c'est là où il y a une pluridisciplinarité à avoir autour du couple entraîneur-entraîné, pas à la place. On vient soutenir une bulle centrale qui est l'entraîneur et l'entraîné, l'athlète. Et je dirais même, il y a l'athlète au centre. J'aime bien mettre l'entraîneur avec l'athlète, ce couple-là, en avant. Et en fait, il y a plein de bulles autour qui devraient être dans la capacité de communiquer entre eux. Ouais, je voulais juste... Ouais, par rapport à ce qu'il disait sur le côté neuro, en fait, tu peux l'appeler comme tu veux. La grande réalité, c'est que la neuro, il y a quand même tout le monde qui en fait. Parce que quand tu regardes la neuro, tu as parlé des 3 grands GPS, à savoir système visuel, système vestibulaire, système proprioceptif. On a tous déjà une fois au moins testé les automassages, les étirements. Par contre, il y en a des fois, ça va marcher, des fois, ça ne va pas marcher. Tu sais, il y en a qui vont te faire des rotations articulaires contrôlées. Ouah, c'est la pilule magique, ça marche trop bien, tu vas gagner en amplitude. Puis tu en as d'autres qui vont le faire ou ils vont rien gagner. Il y en a certains qui vont te faire des étirements, ça va marcher. Il y en a d'autres qui vont le faire, ça ne va pas marcher. Il y en a certains qui vont faire des massages, ça va marcher, ça va relaxer. Il y en a d'autres, ça va le faire, ça ne va pas marcher. Du coup, en fait, c'est de la neuro. Pourquoi c'est de la neuro? Parce que c'est de la proprioception. Proprioception, c'est un sens sensoriel qui va être intégré dans ta boucle sensorimotrice, qui va créer ensuite du mouvement. Donc en fait, la neuro, tout le monde en fait. C'est juste qu'on en tient compte, mais on en tient compte dans un système qui est global, en prenant en considération qu'il y a la proprioception, c'est quoi? C'est du bien bouger, que tu vas mettre en relation avec du bien voir et du bien s'équilibrer, le vestibulaire. Et après, il faut que tu sois capable d'intégrer tout ça. C'est intégrer les 3 systèmes qui travaillent bien ensemble. Donc, la neuro, tout le monde en fait. C'est juste qu'on sait comment ça fonctionne, on connaît, on arrive à tester et entraîner l'ensemble de ces récepteurs et on arrive à donner à la personne ce dont elle a besoin. Donc, est-ce que les automassages, c'est bon? Oui, peut-être pour toi, mais peut-être pas. Donc, tous les systèmes sont bons. C'est juste
est-ce que c'est bon pour toi? C'est ça la grande question. Mais tout le monde fait de la neuro. C'est juste qu'ils ne le savaient pas, en fait. Ouais, c'était pas posé comme terme. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que neuro, c'est pour ça que je rejoins 100% Romain. Forcément, on parle tout le temps. Mais la neuro, en fait, ça veut tout dire, mais ça veut rien dire, comme tu l'as très bien dit au début. Mais la neuro, c'est juste... En fait, on prend juste en considération le fonctionnement de comment est-ce qu'on bouge, de comment est créé le mouvement. On sait que ces récepteurs sensoriels agissent, percevoir pour agir, agir pour percevoir. Et en fait, c'est en sachant ça, on va le prendre en considération, on le teste et on va le donner seulement si tu en as besoin. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'individualisation. Parce que peut-être toi, tu as besoin d'étirement, peut-être toi, tu as besoin plus de rotation articulaire et toi, peut-être plus de massage. Si on prend juste la part proprioceptive. Donc voilà, c'était juste pour compléter. Ouais, alors, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas le vocabulaire, il y aura un article avec tous les termes expliqués. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la proprioception, etc., tout sera dans l'article. Donc je vous invite à aller l'ouvrir pour savoir. Et le lien sera en bas de l'épisode. Donc il n'y aura pas de problème. Parfait. Oui, tu parles d'individualisation finalement. C'est quelque chose qu'on essaye de faire de plus en plus. Mais comment est-ce que tu peux savoir, pas une question naïve, mais savoir si Adrien a besoin d'automassage, Romain d'étirement, etc. Est-ce que c'est le fait de tester ou est-ce qu'on retrouve des profils? Comment est-ce que ça se passe? Okay. Tout le monde se regarde. On est trop autour de la table. On se regarde, qui c'est qui répond? Je me permets. Tu sais, quand j'ai appris les automassages, je me suis dit, waouh, chouette, révolutionnaire, tu vois. C'était il y a très longtemps. Et personne n'en parlait. Et à l'époque, quand on faisait, tu passais pour un illuminé. Ah, c'est clair. Et au moins, tout le monde savait dans le coin qui j'entraînais, tu vois. Et quand j'ai commencé à former pour la fédération, je me disais, bah, tiens, je vais montrer aux coachs sportifs ce que c'est les automassages. Je leur disais, tiens, tu vas automasser, tu vas faire un test d'output, donc je vais faire un test de souplesse, de mobilité quelconque, venir toucher le sol avec ses doigts, avec les jambes tendues, tu sais. Mmh. Et après, on va automasser juste la jambe droite, le pied droit. Tiens, tu retestes. Et après, on va faire le pied gauche et tu retestes. Et là, je demandais aux gens, mais qui c'est qui a eu une amélioration? Il y en avait, je sais pas, sur une quinzaine, t'en avais 8, 9 qui avaient eu une amélioration. Tu vois. Il y en a d'autres, ils n'avaient pas eu d'amélioration. Et sur ces 15 coachs, il y en avait un ou deux, eux, c'était pire, ça régressait. Et je n'avais aucune réponse à leur apporter. Je ne savais pas pourquoi. Je m'étais juste dit, bon, bah, peut-être que chez eux, ça marche moins bien, et puis basta, tu vois. Et au final, tu t'aperçois que bah, c'est pas la bonne stimulation qu'il leur faut. Comme Sébastien disait tout à l'heure. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est en fait, on va tester les choses. Et tout ne fonctionne pas sur tout le monde. Donc, pour ça, ça prend quand même des tests. Donc, on va tester. Je prends l'exemple d'une personne que j'ai eue encore la semaine dernière en bilan. Il me dit, moi, j'adore faire des rotations contrôlées. Tu sais. Et j'adore faire aussi du pace raise. Donc, ok, bah, c'est super. Bah, si tu adores faire ça, bah, tiens, on va tester ce que ça donne. Donc, on va tester. Sur un mouvement d'output, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où on parle de boucle sensorimotrice, on a compris que n'importe quelle stimulation va venir réguler cette... Ça peut être un geste technique, ça peut être un mouvement de force, d'explosivité. Tu peux le calculer avec n'importe quoi, tu sais, un VBT, avec une plateforme de force, comme tu peux le tester avec un test d'output, quelconque comme la souplesse. Donc, on teste un exercice de mobilité, on fait des pace raise, à gauche, à droite, et on regarde ce qui se passe. Et là, je me dis, waouh, en fait, il n'y a pas trop de changement, et même, ça régresse un petit peu au niveau de son amplitude. Donc, on allait tester plusieurs propriocepteurs. Donc là, on allait tester les fusions neuromusculaires, adaptation lente, adaptation rapide, Golgi, Pacini, Ruffini, tu vois, tous les Italiens. et puis après, on allait tester tous les autres propriocepteurs, hein, les barocepteurs, nocicepteurs, thermocepteurs, etc. Et là, on se rend compte que la personne, c'est d'autres propriocepteurs qui fonctionnent mieux pour elle. Donc, est-ce que ça veut dire que ce qu'elle faisait jusque-là, c'était pas bien? Peut-être pas forcément, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être un peu meilleur pour médier cette boucle sensorimotrice et venir lui apporter un petit peu plus de résultats. Donc voilà. Okay. Et une fois que tu as gagné ce résultat, après, il faut aller le renforcer parce que ça ne reste qu'une amplitude que tu gagnes sur l'instant T, quoi. Génial. Et ça me fait penser à la conversation que j'ai eue avec Jeff Deveau. On avait parlé d'endurance, qui est un ancien entraîneur de biathlon. On avait sorti l'épisode il y a quelques mois maintenant. Il me parlait d'hypoxie et de bons et de mauvais répondeurs. Donc j'ai l'impression que finalement, ce qu'on retrouve en neuro et les activations, c'est aussi bon pour les process d'entraînement. Je ne sais pas si, Romain, toi, sur les athlètes, sur les process d'entraînement, tu as un peu ce même système de voir ce qui fonctionne pas, ou tu as d'autres façons de faire?
pour anticiper. C'est à peu près le même process. Par contre, l'hypoxie, ce qui est super intéressant, c'est que ça vient jouer sur des zones du cerveau bien précises, et en particulier le thalamus. Et que le fait de travailler en hypoxie va te permettre, en grande partie, de réguler les informations qui remontent au niveau du thalamus. Le thalamus, c'est le standardiste des structures sous-corticales vers le cortical. Il laisse passer que les informations qui sont intéressantes par rapport à la survie. Et le fait de travailler en hypoxie, et on voit pas mal de choses, et on les utilise beaucoup sur le terrain. Coucou aux athlètes qui font du RSA en hypoxie et des choses comme ça. On l'utilise beaucoup sur le terrain, de manière à avoir, oui, effectivement, des adaptations sur les sports d'endurance, de répétition d'efforts et tout ça. Tout ça, c'est bien mis en avant. Mais il y a également des grosses adaptations par rapport aux structures sous-corticales. Et ça, c'est intéressant par rapport à la calibration de la boucle sensorimotrice. Ce qui fait qu'on peut avoir des régulations qui vont se faire et des sorties motrices qui seront optimisées sur des sauts verticaux, sur de la puissance développée au VBT, des choses comme ça, en ayant fait préalablement sur la bonne personne qui a besoin de ça, un travail en hypoxie poumon vide, par exemple. Et des choses comme ça. Parce que oui, il faut le faire en apnée poumon vide pour avoir vraiment des impacts sur le thalamus. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants, qui sont plein de billes qui ont été agglomérées de droite-gauche, donc de plein d'endroits différents, pour revenir à chaque fois sur une seule et même chose centrale dont on parle depuis le début, c'est la boucle sensorimotrice. Il a fallu mettre un nom dessus. Le nom, il a été choisi RNP. Il a été choisi neuro par beaucoup de personnes. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est juste sur un système qui est la boucle sensorimotrice et qui rejoint grandement l'apprentissage moteur, en fait. Et notre idée, c'est juste de la réguler à la hausse. Et la réguler à la hausse, vu que c'est une boucle perception-action, on a déjà tous les outils pour étalonner l'action, pour calibrer l'action. Et vous avez plein de testings différents, dépendant de vos professions, dépendant même de vos sports, avec les indicateurs clés de performance, toutes ces choses-là. Vous avez toutes les batteries de testing pour déjà savoir, OK, qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour le sportif en face de moi d'un point de vue testing. Est-ce que, en jouant sur la boucle sensorimotrice, je ne peux pas avoir, dans l'instant, une amélioration de la sortie motrice? Si c'est le cas, c'est que la boucle perception-action n'est pas calibrée à 100%. Une boucle qui n'est pas calibrée à 100%, c'est un sportif qui, au lieu de s'entraîner à 100% de ses capacités et de faire progresser sur ce 100% de capacité, va continuer de progresser, va avoir ses gains de progrès, mais va toujours rester à 85, 90%. Je donne des chiffres complètement arbitraires. Mais ce qui veut dire que tous ces pourcentages qui sont en moins par rapport aux 100%, c'est aussi, plus le gap il est grand, plus le risque de blessure peut être éventuellement important. Donc quand on parle de mitiger le risque de blessure, parce que prévenir les blessures, j'y crois pas trop, ça fait beaucoup plus référence à la gestion de la charge et des choses comme ça, mais mitiger le risque de blessure, il y a peut-être une petite fenêtre, une petite bulle qui passe éventuellement par cette boucle sensorimotrice qui fait la part belle à juste savoir gérer son corps dans l'espace, dans le temps et en fonction des paramètres extérieurs. Et la boucle perception-action, la tâche, l'environnement, l'individu. Juste pour rebondir sur ça, ça me rappelle un footballeur que j'avais en bilan. Il avait une limitation dans la vision périphérique dans un des cadrans, notamment côté gauche. Oui, c'était gauche. Et en fait, ce qui était intéressant, donc c'est un joueur qui jouait milieu défensif. Et en fait, quand j'ai fait son bilan, j'ai fait en corrélation par rapport à ce qu'on a pu voir dans l'analyse vidéo. Et en fait, il tournait toujours du même côté. Et ce qui est intéressant, c'est, je ne dis pas qu'il doit être capable toujours de tourner des deux côtés. Par contre, c'est que si maintenant tu as une pression de ce côté-là, il faut que tu sois capable de voir et de pouvoir éventuellement changer de sens. Donc finalement, c'est pour ça qu'on dit que c'est au service des qualités techniques et physiques et tactiques sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on vient réguler ça parce que c'est une limitation dans sa discipline par rapport à ce qu'on a évoqué, parce que finalement, ça limite son champ de compétences ou du moins ses possibilités qu'il peut avoir sur le terrain. C'est-à-dire, on ne dit pas que tu dois tout le temps tourner des deux côtés. J'ai juste que si à un moment donné, il y a une pression à un moment donné et que l'espace il est fermé de ce côté-là, tu dois avoir les capacités nécessaires pour pouvoir changer de sens. Mais pour ça, il faut que tu puisses voir ce qui se passe de ce côté-là. C'est pour ça qu'on dit tu perçois pour agir. C'est exactement dans ce sens-là, finalement. Et même au niveau des blessures.
ça évite de prendre de mauvaises décisions par compensation qui vont t'amener dans une situation physio où tu n'es pas adapté pour ça et amener une pathologie ou une blessure, un trauma, quoi. C'est ça. Ok. Et une question bête, que je continue, hein, parce que j'ai beaucoup de questions bêtes, mais parce que je ne connais rien à la neuro. Non, je plaisante. Ouais, je me suis dit. Non, mais je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas bien. Par exemple, j'ai fait une stimulation sur tel ou tel système, sans les citer, hein, peu importe. J'ai une amélioration sur mon pattern de squat. Je dis n'importe quoi. Est-ce que je l'ai fait une fois, ça suffit pour toute ma vie? Est-ce qu'il faut que je le refasse à chaque séance? Est-ce que ce que j'ai fait le lundi, ça sera aussi valable le mercredi et le vendredi? Est-ce que c'est très variable, pas variable? Comment ça fonctionne? C'est très variable parce qu'il y a toujours un contexte à prendre en considération, il y a un temps à prendre en considération. Selon moi, c'est comme l'entraînement. Tu auras des effets immédiats, tu auras des effets cumulés et également différés. Et le but, par contre, c'est qu'en faisant cette certaine stimulation que tu as réalisée, c'est qu'il n'y a pas de modulation au niveau du mouvement. Parce que normalement, on voudrait que tu aies une boucle sensorimotrice qui soit calibrée à 100%. Est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas, mais l'idée, c'est de tendre vers ça. Et faire une stimulation et que tu observes cette modulation au niveau du mouvement, au niveau du squat, par exemple, entre guillemets, c'est pas normal. Ça nous témoigne surtout d'une chose, c'est que c'est pas calibré à 100%. Donc, faire un exercice, c'est bien. Après, ça demande des principes d'entraînement. C'est le répéter plusieurs fois. C'est comme Adrien l'aime bien dire, c'est pas parce que tu as fait une fois une séance de squat que tu vas faire 200 kilos ou que tu seras champion de powerlifting. Ouais, c'est la même chose. C'est pas en faisant... Ce serait beau, par contre. Et l'idée, par contre, c'est de répéter ces stimulations jusqu'à qu'en fait, on a calibré ça. Après, tu mets du bruit dans le système, comme dirait Romain, du coup, en l'occurrence, c'est que tu commences à venir, tu sais, je disais avant, bien voir, bien s'équilibrer, bien bouger et ensuite bien intégrer. Une fois que tu as réussi à bien voir, par exemple, ou bien bouger, ben après, l'idée, c'est que tu intègres avec les autres systèmes parce que finalement, tout travaille en même temps. Et travailler juste ta proprioception, peu importe l'articulation, d'une certaine manière, c'est bien, mais si après, tu ne le calibres pas avec les autres entrées sensorielles, c'est un peu moins bien. Et après, l'idée, c'est de le mettre en lien avec l'activité spécifique, finalement. Donc, par rapport à ta question initiale, c'est une stimulation une seule fois. Oui, c'est bien sur les réseaux sociaux, tu vas gagner en mobilité, tu vas gagner X% en vitesse de déplacement, c'est cool. Mais après, l'idée, c'est d'entraîner ça. Donc, une fois, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va t'apporter des gains notables sur le moyen et long terme, finalement. Donc, en fait, c'est un peu comme tout système. Il faut faire évoluer la situation pour progresser et ancrer un peu ces contenus-là. Ça prend des principes d'entraînement. Il y a des trucs très simples comme les règles de neuroplasticité, dont une réagit simplement par la fréquence. Mets de la fréquence, mets du volume, puis après de l'intensité, puis après plein d'autres choses. Mais en gros, c'est quand même pas mal ça. Mais une fois, c'est cool juste pour les réseaux sociaux. Parce que tu vas gagner. Il y en a plein qui font de la neuro et tout, qui vont te mettre test avant, après. C'est cool. Mais après, si tu ne l'entraînes pas, c'est pas que ça sert à rien, mais pas grand-chose. Tu auras peut-être gagné 10 followers. Après, il y a un effet qu'il faut avoir en tête aussi, et c'est le même effet que l'échauffement. C'est-à-dire, oui, on aimerait avoir un athlète qui soit capable de ne pas s'échauffer. Dans le sens où tu devrais être prêt à tout moment. Plus tu as besoin de t'échauffer, plus ça peut être le témoin d'une boucle sensorimotrice inefficace, si on peut dire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on aura, quoi qu'il arrive, une sorte de petit effet PAP. Dans le sens où si tu as passé ta journée assis, ton vestibulaire, il n'a pas été activé dans la journée, et il y a un truc qui s'appelle utilise-le ou perds-le. Donc en fait, tu auras toujours un petit effet potentiation. Et si tu comprends cette boucle sensorimotrice, tu comprends quels sens peuvent éventuellement avoir un impact sur quel type de mouvement. Et si tu remets l'individu au centre, tu peux comprendre quel sens sur cet individu aura un impact plus important sur les différents sens qui auraient un impact sur ce mouvement. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi une réflexion sur l'échauffement. Donc oui, tu peux avoir toujours des petits gains qui sont les mêmes que tu aurais avec un échauffement. Mais garde en tête que tu devrais être capable de faire n'importe quoi, entre guillemets, sans échauffement. Ça serait un des objectifs à avoir en tant que prépa physique qui viendrait, si on peut dire, mettre en avant que le sportif fonctionne bien. Pour la blague, à Marseille, si tu te fais voler ton portefeuille, tu peux pas dire au mec « Attends, je m'échauffe avant de te courir derrière ». Il n'y a pas qu'à Marseille, ça. Attends, j'arrive, attends, je fais... Donc, j'entends bien la nécessité et l'intérêt de développer ce système-là comme tout système physiologique, finalement.
Parce qu'on a tendance à mettre en avant tout ce qui est quantifiable facilement, parce que c'est à la mode, hein, ça fait des jolis graphiques sur Excel. Est-ce que la neuro, c'est quantifiable aussi, ou c'est plus compliqué? Est-ce que c'est utile? Comment ça se passe? Comment se C'est décharge? Romain qui a le plus de data. C'est Romain qui a le plus de data, Ouais. c'est Romain qui suit le plus de sportifs de haut niveau et il a collecté de la data. Ça dépend. Tu peux orienter un peu plus ta question? Alors, par exemple, je réfléchis pour bien la poser. En gros, tu as un athlète donné. Mhm. Je vais mettre en place X stimulation du système nerveux, proprioceptif, vestibulaire, visuel, ce que tu veux. Qu'est-ce qui me montre sur le long terme qu'il a eu des gains? Est-ce que ça se mesure, ces gains-là? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est encore un peu un système immature qu'il faut cadrer un peu plus? Comment est-ce qu'on met ça en place? Et dernière question qui suivra, je teste mon RM au squat tous les 6 mois. Est-ce que là, je teste ma vision périphérique en 1 RM tous les 6 mois? Alors, je dirais que ça dépend du système d'entraînement que tu utilises. Ouais, Dans le système qu'on utilise avec les sportifs, ils sont testés tous les jours. Donc tous les jours, tu as de la data qui remonte pour savoir si oui ou non tu as eu un impact. Oui, il y a des impacts des stimulations sensorielles. Pourquoi? Parce que c'est basé à la base, de chez base, sur la boucle sensorimotrice. Cette boucle sensorimotrice, l'objectif, quand on en parle et ce que tu peux retrouver dessus, c'est l'apprentissage moteur. Donc l'apprentissage moteur, si tu le regardes, l'objectif, c'est d'ouvrir le champ des perceptions de manière à ouvrir le chemin vers la performance. Plus tu colles à un modèle de performance, donc ça, c'est les coachs qui sont très derrière les athlètes à donner la consigne. Fais ci, fais ça, et qui referment une sorte de tunnel. Plus le tunnel va se refermer, plus au bout d'un moment, ça va être difficile d'avancer. C'est comme tu es dans la jungle et tu n'arrives plus à couper les branchages, tu n'arrives plus à avancer. Le chemin central sur lequel tu marches, c'est le chemin de la performance. C'est ce que tu vas faire en compétition. Ça ne va pas bouger. Par contre, à l'entraînement, si tu veux continuer d'avancer techniquement sur ce chemin, il va falloir que tes situations elles soient ouvertes. Et c'est là où on parle d'apprentissage différentiel ou de choses comme ça. Okay ? Cet apprentissage différentiel, l'objectif, c'est de faire la part belle aux stimulations sensorielles variées, voire même complètement variées, où tu parles d'abord de positions différentes, etc. Et c'est faire des choses qui sortent complètement du cadre de la discipline. Exemple, tu vas varier la course d'élan quand tu viens shooter dans le ballon au foot en faisant des pas chassés, puis des talons-fesses. Et à chaque répétition, tu vas changer des choses. Ta jambe d'appui, au lieu de coacher un modèle, tu vas coacher une jambe fléchie et des choses comme ça. Ton exercice de compétition, il ne va pas changer. Par contre, ta manière de l'entraîner, tu vas ouvrir le chemin pour avancer. Ce qui fait que, avec un système de prise en compte des entrées sensorielles qui pose souci chez le sportif en face de toi, au lieu d'avoir quelque chose de totalement aléatoire sur la stimulation sensorielle du sportif en face de toi pour ouvrir ce chemin, est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller spécifier en fonction des réels besoins du sportif d'un point de vue des entrées sensorielles? C'est les choses qu'on s'amuse à faire sur le terrain et qui nous permettent d'avoir un impact sur la partie apprentissage technique, tactique du sportif et d'avoir un soutien pour le coach et l'entraîner, l'athlète, sur cette partie technique, tactique. Parce qu'on va ouvrir les capacités de mouvement en ciblant en fonction des systèmes sensoriels qui posent souci. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, tu vas avoir des progrès sur le terrain. Et ces progrès, si tu prends des données au jour le jour, tu vas les voir. Et tu vas les voir à la fois en musculation, parce que j'ai un système qu'on utilise où en fait il y a des testings tous les jours, et on est censé, la chose qu'on essaye de poursuivre, c'est que tu dois retourner à l'entraînement plus fort que ce que tu étais la veille ou la dernière séance que tu as fait de ce type-là. J'essaye, en tout cas, de sortir du modèle. T'inquiète, suis le cycle. Dans 6 semaines, tu seras plus fort. Non. La séance suivante, tu dois avoir un certain pourcentage de gain. Ce pourcentage de gain, s'il est présent, c'est que tu as bien récupéré, qu'on a mis peut-être les bonnes stratégies en place et que tu as bien surcompensé. Même si ce modèle, il est très, très simpliste et simplifié. Mais un modèle que tous les coachs qui sont derrière peut-être l'ont déjà vu. Tu fatigues, tu surcompenses. C'est pas qu'il est faux, mais c'est simpliste au possible.
Mais l'idée, elle est là. C'est que quand tu reviens sur une séance, tu dois être plus fort. Et ça se mesure. Ça peut se mesurer avec de la perception qualitative, enfin, des questionnaires, des choses comme ça, mais aussi avec des données quantitatives. Et l'idée, c'est que tu devrais avoir des données quantitatives, si possible, à chaque séance, en ayant également les données qualitatives. Et ça, c'est un peu le Graal, si on peut dire, qu'on recherche tous, c'est quel est le système d'entraînement qui te permettrait d'avoir des données à absolument toutes les séances. Sur absolument toutes les séances, pour objectiver concrètement des gains entre deux séances similaires. Et tu regardes ce que tu as mis en place. Et de l'autre côté, comme tu as testé les entrées sensorielles qui posent souci chez le sportif en face de toi, tu as orienté les situations d'entraînement, non pas aléatoirement pour ouvrir le chemin avec le chemin central, le petit liseré central qui est la performance et ce que tu vas faire en compète, tu l'as ouvert pour continuer d'avancer, non pas aléatoirement, mais ciblé pour les besoins du sportif. Si tu fais bien les choses, ça avance, ça progresse. Sinon, c'est correct de se tromper. Mais tu te remets en question sur les contenus que tu as mis en place et sur les stratégies de récupération du sportif et sur plein de choses en fait. Est-ce qu'on a vraiment choisi la bonne séance pour ce sportif-là à ce moment-là ? Est-ce qu'il a bien récupéré ? Est-ce qu'il n'a pas des problématiques ? Et normalement, si tu fais de la prise de données par questionnaire qualitatif, tu es censé le voir, ça. Un peu en amont. Mais qu'il n'y a pas des problèmes X, Y, Z qui impactent ce cycle, fatigue, surcompensation et tout, qui sont autres. Et voilà, tu avances et normalement, tu dois avoir des données à chaque séance. Ouais, donc tout comme tu vas compléter une séquence technique, tu vas le faire sur la neuro pour aider à ouvrir ce pattern et réduire l'incertitude, j'imagine, le jour de la performance et avoir un maximum de solutions adaptatives. C'est ça. Et après, l'idée, elle est simple, c'est que ça se blend, ça se mixe totalement dans les séances. Ah ouais, je vois. C'est que j'aime énormément les complexes, les contrastes, pour l'aspect apprentissage. Oui, il y a des aspects physiologiques derrière, avec la PAP, PAPE, tout ce que tu veux. Mais il y a également un super effet. Et ça, lisez Franz Bosch. C'est lourd, mais ça vaut le coup. Et ça a été traduit par Benjamin Delmoral. Ah ouais, qui fait un super boulot sur ça. Et en fait, faire des complexes, des contrastes, des sortes de circuits de pré-fatigue de certains schémas, si on peut dire, va te permettre d'avoir un apprentissage moteur plus magnifié, on va dire, sur certaines parties du geste. Ça, c'est super, parce que dans ces sortes de circuits, tu peux ajouter des stimulations sensorielles ciblées, avec, comme il l'a dit Seb, une idée de progression, pour qu'il y ait des adaptations techniques voulues sur le terrain. Parce qu'au final, nous, ce qu'on veut, c'est comme Bondarchuk, il y a une pyramide. Exercice de compétition, c'est un côté. GPE, c'est l'autre côté. Au milieu, tu as tout ce qui est exercices spéciaux de préparation, exercices spéciaux de développement. Tu as un pont qui se fait. C'est ce que moi, perso, j'aime appeler le pont du transfert. Et si tu as des piliers qui sont bancaux, en gros, c'est bancal. Si tu as des piliers qui sont pas ouf, bah, ton transfert, il va pas se faire. Il se fait pas. Et peut-être que des exercices spéciaux de développement et de préparation, on peut les imaginer avec des stimulations sensorielles ciblées par rapport à la discipline et à un niveau encore en dessous par rapport à l'individu en face de toi et ses réels besoins d'un point de vue sensoriel. Ce qui fait que tu viens mixer l'apprentissage différentiel qui te dit qu'il faut ouvrir le chemin, l'apprentissage par contrainte dirigée, toutes ces choses-là, tout ce qui est du côté écologie de l'apprentissage, tu ouvres le chemin, mais tu ouvres le chemin de manière individuelle pour le sportif. Et tu en arrives à créer des situations qui sont propres à l'athlète en face de toi. Ok, trop bien. Vas-y, je t'en prie. Beaucoup plus court. Non. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se pose la question de cette objectivité par rapport aux data qu'on peut récolter par rapport à la neuro. Et en fait, il y a un truc très simple, c'est que on l'inclut dedans, point. Dans le sens où, Adrien, il y a un exemple qu'il aime bien donner lors de chaque séminaire, c'est quand une personne veut perdre du poids, on sait que l'entraînement, c'est bien. On sait que l'hygiène de vie et la nutrition, c'est bien. Les deux ensemble, c'est mieux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose au niveau neuro ? On sait que la neuro, c'est bien, on sait que l'entraînement, c'est bien, pourquoi on ne fait pas les deux ensemble ? Point. Tu vois, c'est un peu, c'est plus ce débat-là, finalement, qui moi, me paraît percutant, finalement. Donc tout le monde devrait faire de la neuro. Ça fera pas de mal. Et de toute façon, tout le monde en fait. C'est juste qu'ils ne le savent pas encore. Exactement. Adrien, petite question
plus pour toi. Tout à l'heure, on a abordé très furtivement les réflexes archaïques. Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça fait partie de la neuro? Ouais, complètement. Alors, les réflexes archaïques, c'est des réflexes qui se développent chez l'enfant, dans le ventre de la maman, et qui vont venir supporter tout le développement de l'enfant jusqu'à ce qu'il lui permette de naître. Et donc, il va utiliser ces réflexes archaïques pour naître. Et dans les premiers mois de sa vie, l'enfant, il va utiliser ses réflexes archaïques pour survivre. Donc déjà, normalement, s'agripper à la maman, hein, tu as le réflexe d'agrippement palmaire. C'est quand tu donnes ton doigt à un enfant, il l'agrippe fermement avec sa main. Et là, les parents, ils sont là, « Waouh, mon fils, il est trop fort, t'as vu comment il est fort, il me tient. » Non, c'est un réflexe archaïque. S'il ne l'avait pas développé il y a plusieurs centaines de milliers d'années, il tombait des poils de sa maman et puis il se faisait peut-être bouffer par un tigre aux dents de sabre. Tu vois, et donc l'idée, l'enfant, il a développé ces réflexes archaïques-là pour se sécuriser, pour sa survie. Et les premiers réflexes archaïques qu'on voit chez l'enfant qui naît, c'est celui-là, donc l'agrippement, palmaire et plantaire, mais aussi la succion, donc pour se nourrir. Et à partir du moment où l'enfant là, il est en sécurité, il commence à développer ses réflexes. On appelle ça réflexe parce que tu mets ton doigt dans la main du petit, il va la fermer, c'est une action réflexe. Et à force de nourrir ce réflexe, il va commencer à alimenter le cerveau qui va dire « Ok, tiens, c'est bizarre, il y a des trucs à mes extrémités. » Et il va commencer à créer des chemins de l'information comme des autoroutes, qui étaient en travaux jusque-là. Et là, il va développer la capacité à déjà se rigidifier son tronc, commencer à faire des rotations, ramper, se déplacer, mouvoir, toujours avec un objectif. Hein. C'est l'objectif d'aller vers un objet, l'objectif de faire comme mes parents qui marchent, etc. etc. Et donc, normalement, la majorité de ces réflexes archaïques s'intègrent à l'âge de 3 ans à peu près pour donner une maturité du système nerveux central à l'âge de 7 ans. Bon, après, il y a des choses qui font que tous les réflexes archaïques ne se développent pas ou ne s'intègrent pas comme ils devraient s'intégrer. Et donc, voilà, ça peut ou pas causer des troubles. Donc après, est-ce que c'est neuro ou pas? Oui, les réflexes archaïques, ils se développent sur la base sensorielle. Donc chaque réflexe archaïque a un système sensoriel prédominant. Donc tu prends par exemple le réflexe d'agrippement palmaire, comme je disais, c'est de la proprioception. Donc voilà, c'est la stimulation tactile somesthésique au niveau de la main qui va faire que ce réflexe va se développer. Et donc après, voilà, le petit bébé, il développe tous ces systèmes sensoriels comme ça, et au fur et à mesure, il va développer une motricité, une manière de réfléchir, de penser, et l'émotionnel de manière normale, entre guillemets, quoi. Ok. Est-ce que ces réflexes-là, qu'est-ce qui permet de les intégrer? Est-ce que c'est justement des exercices particuliers quand on est enfant et qu'on fait naturellement? Je dis n'importe quoi, aller jouer au parc, s'agripper à une structure, faire du toboggan, j'en sais rien. Ou est-ce que ça se fait tout seul et sans aucun problème? Est-ce que l'émotionnel a une part là-dedans aussi? Comment est-ce qu'on les intègre? Ouais, tout ça en fait. C'est un mix de plein de choses. Ils sont censés s'intégrer normalement. Mais il y a plein de choses qui font qu'ils ne s'intègrent pas convenablement. Il suffit que la maman, pendant la grossesse, tu sais, elle est alitée, elle ne peut plus bouger. Le premier système sensoriel qui se développe chez l'être humain, c'est quand même le système vestibulaire. Donc si la maman ne peut plus bouger, l'enfant ne bouge plus. Donc il ne développe pas son système vestibulaire. Donc potentiellement, on peut ou pas, il n'y a jamais de règles prédéfinies, on peut développer des problématiques quand l'enfant va naître, et il aura peut-être besoin d'être plus stimulé au niveau des bercements par ses parents pour se calmer, tu vois. Alors après, l'objectif, normalement, il devrait se développer correctement. Tu vois, les réflexes archaïques, ils sont là de manière archaïque depuis que l'homme existe. Donc tu vois, ça fait des millions d'années. Mais l'homme ne vivait pas du tout comme il vit maintenant. Tu vois, maintenant, tout est sécurisé. L'enfant, il n'a pas trop chaud ou trop froid. Il a la stimulation tempérée, quelle que soit la période de l'année. Tu vois. Donc l'été, il a la clim, et l'hiver, on le met bien au chaud. L'enfant, il ne va pas connaître de choses trop rugueuses, parce que maintenant, tout le monde, quasiment tout le monde a du carrelage ou du parquet flottant, tu sais, chez lui. Et donc, les stimulations vont être complètement différentes. Donc un enfant qui, avant, il y a X centaines de milliers d'années, se développer sur un sol de grotte ou sableux et pousser sur ses pieds pour pouvoir avancer, là maintenant, il n'arrive plus à pousser sur ses pieds parce qu'il est sur un carrelage qui est chauffé. Tu vois. Et donc, au lieu de pousser avec ses gros orteils, il va glisser. Donc, ouais, effectivement, ça peut venir entraver la motricité. Et pour autant, il y en a qui se développent bien. Tu vois. Il n'y a pas de vérité. Alors après, maintenant, dans la réintégration,
Est-ce que c'est le mouvement à 100% qui va intégrer? Je dirais oui et non, dans le sens où on sait que la liberté de mouvement va permettre à l'enfant de se développer au mieux, mais on sait aussi qu'il y a des enfants, malgré le fait qu'ils ont une liberté de mouvement et que les parents essaient de les stimuler, des fois même de les surstimuler, en les amenant dans différentes activités, aquatiques, jeux d'équipe, individuels, avec des activités physiques pieds nus ou tu vois, chaussées, etc., ils intègrent de toute façon pas leur réflexe archaïque. Donc il va falloir repasser par la médiation de cette boucle sensorimotrice, cette médiation des systèmes sensoriels, pour lui permettre de prendre conscience que oui, en fait, tu as un pied au bout, tu as une main, parce que peut-être on t'a mis des chaussures dès ta naissance, parce qu'il fallait te protéger, alors que tu n'en avais pas forcément besoin, parce que tu n'avais pas besoin de marcher quand tu étais bébé, quoi. En fait, le but des réflexes, c'est, à la base, c'est calibrer cette boucle sensorimotrice. Et que, tu vois, pour utiliser l'exemple que tu as dit avec l'agrippement, ça, c'est un réflexe. On met une stimulation sensorielle, comme le fonctionnement de la boucle, on met une stimulation sensorielle, sauf que ce n'est pas intégré dans les centres supérieurs, au niveau corticalisé, et il y a une réaction réflexe. Parce que justement, cette boucle, elle n'est pas calibrée. Le but, c'est de créer un mouvement différencié. On a calibré toute cette boucle sensorielle pour créer un mouvement volontaire. Il y a une stimulation, je choisis de faire ça, et que ce n'est pas réflexe. Parce que justement, on veut quelque chose qui soit calibré à 100%. C'est ça, finalement, les réflexes archaïques. Aussi simple. C'est là pour calibrer. Et que des fois, il y a des switches qui sont faits. Et c'est pour ça qu'on travaille sur tous ces systèmes-là ensemble pour pouvoir justement calibrer et chercher un mouvement le plus optimisé possible. Ok. Et toujours dans le cas, moi, j'y connais rien. Est-ce que si la neuro n'est pas maîtrisée à 100%, sachant que ça a l'air complexe, est-ce qu'on peut faire du mal en le faisant? C'est-à-dire que je prends un étirement sur des enfants, des jeunes, des ados, etc. Est-ce que leur faire ça régulièrement, vu que c'est de la neuro, ça va être délétère à leur performance, ou dans tous les cas, sur ce genre d'exercices un peu globaux, on peut quand même avoir de bons résultats sur la durée? Une réponse de 30 minutes, Romain? J'en ai une autre pour toi après. Écoute, c'est très vaste comme sujet. Comme disait Sébastien tout à l'heure, de toute façon, tout le monde fait de la neuro. Tu fais des étirements à des enfants, tu fais de la neuro quelque part. Mais tu sais, toute sollicitation que tu vas faire trop ou mal, potentiellement, ça peut venir entraver le développement moteur. L'idée, c'est de trouver la bonne stimulation. Nous, on aime bien citer Julie Bastière, qui est doctorante à l'ESTAC de Troyes et qui fait des études actuellement là, sur les réflexes archaïques dans le milieu du foot. Et on échangeait un petit peu avec... là, elle nous disait qu'ils avaient fait une étude où justement ils remarquaient qu'en faisant des stimulations sur les réflexes archaïques, donc on appelle ça réflexe archaïque, mais c'est de la neuro, on a compris, on médit la boucle sensorimotrice, il ne pouvait pas se passer de choses délétères. Tu vois. Donc voilà. Au pire, ça ne marchera pas. Ouais, de toute façon, comme disait Sébastien tout à l'heure, la neuroplasticité, pour que ça s'ancre dans le temps, il va falloir de la fréquence, d'intensité, de volume et de manière qualitative. Si maintenant tu fais une activation une fois de temps en temps, ça ne va pas amener vraiment nulle part. Tu sais, si tu veux développer tes biceps et tu les travailles qu'une fois par mois, ça ne va pas changer grand-chose, quoi, tu vois. Seb, il s'y connaît en plus en biceps. Rudy Koya, il m'a fait plus qu'une fois par mois. Rudy Koya, il m'a fait un bilan morpho-anatomique. Il m'a dit, je suis pas fait pour faire des biceps. J'ai dit, mince. Du coup, je vais faire du triceps à la place. Même si ça se voit pas, c'est derrière. Petite question. Pareil sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Par exemple, on parlait des étirements, sur un ça fonctionne, sur l'autre non. Est-ce que la culture de ce qu'on fait depuis qu'on est gamin, donc là on prend plus des ados adultes, va avoir une influence sur les résultats? Parce que moi j'ai plein de jeunes athlètes que j'avais, j'ai plein de noms qui me viennent en tête, qui me disaient, Julien, c'est bien les étirements à la fin ou pas? Je dis, comment tu te sens? Bien, oui. Et en fait c'est des gens, quand tu discutes avec eux, qui ont l'habitude de le faire depuis toujours quasiment. Et quand tu as des jeunes qui n'avaient jamais eu l'habitude de s'étirer et que là tu leur demandais de le faire, à 95% c'était du négatif. Donc est-ce que la culture a un poids là-dessus ou pas du tout? Battez-vous. Mais je vois des regards vides. C'est dur quand t'es trois, tu sais pas qui c'est qui va répondre. C'est clair. Moi, c'est la première fois que j'en fais à plusieurs. Ah oui, ok, après les mœurs.
Ouais, par rapport à la culture, forcément, ça a un impact. Tu sais, ça fait partie des filtres, justement, de cette boucle sensorimotrice. Comme disait Romain tout à l'heure, on parlait de la nourriture, des informations sensorielles, etc. La culture fait partie des filtres. Tu vois, ça, on le voit souvent dans les formations dans le mental, préparation mentale, hypnose, PNL, etc. On dit le premier filtre qui va faire tes croyances limitantes plus tard, ça va être les filtres culturels. Maintenant, pour autant, tu vois, j'aime bien citer Victor Sebastiao, qui est un de mes préparateurs physiques, formateur en prépa physique et en prépa mentale. Victor Sebastiao, il nous a fait une formation en prépa physique et puis il nous montrait tout plein de formes de récupération, tu sais, post-effort. Et il disait toujours, tu sais, il y en a tout plein, ils font des étirements, ils sont pas blessés, ils sont bien. Il y en a d'autres, ils font ça, ils sont pas blessés, ils sont bien. Finalement, en fin de compte, si ça te blesse pas et que c'est bon pour toi, c'est que peut-être, sans y réfléchir, tu as pris quelque chose pour toi que tu continues à faire parce que ça te correspond, tu vois. Donc voilà. Pourquoi t'aimes plus faire du yoga que du pilates? Parce que peut-être t'es fait pour faire du yoga, tu vois, et que finalement t'es souple, t'es mobile, tu sais utiliser ton contrôle musculaire qui te permet de faire du yoga, donc tu te sens bien dans cette activité et tu continues à le faire parce qu'elle te fait du bien. Et par contre, toi, t'es pas fait pour faire du yoga, tu vas pas aller faire du yoga parce qu'à chaque fois que tu sors du yoga, t'es là, oh j'ai mal, oh ça me tire trop, etc. Et toi, peut-être que tu préfères les sports explosifs, tu vois. Va pas demander à un mec qui fait de la force athlétique d'aller faire un marathon, tu vois. Il va pas se sentir bien. Donc il va faire ce qui lui plaît. Et pour autant, tu sais, quand tu es petit et que tu mets quelqu'un dans un sport d'endurance, peut-être que potentiellement, toute sa vie, il va préférer l'endurance parce qu'il fait ça depuis qu'il est tout petit et il est élevé là-dedans, tu vois. Ok, trop bien. Quelqu'un va rajouter? Non, c'est bon? C'est bon. Comment est-ce que ça se met en place le travail de neuro concrètement? Est-ce que c'est des séances comme la prépa physique qui vont durer 1 heure, 1h30, 1h15? Est-ce que c'est comme une séance technique qui peut prendre parfois 2 heures? Est-ce que ça prend 3 minutes? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça dépend des cas? En fait, ça dépend. non, ça dépend vraiment du contexte. Quand on travaille sur le système nerveux, de manière générale, ça va dépendre avec quel type de population tu vas travailler, dans quel contexte. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, il y a le docteur Milieu qui travaille beaucoup avec les enfants qui ont des troubles 10, etc. Lui, ce qu'il fait, il va faire des semaines intensives. Donc, c'est-à-dire une semaine, il va travailler énormément au niveau neuro. Des fois, donc, par exemple, c'est un courant. Il y a un courant, par exemple, des réflexes archaïques, eux, ils font un seul exercice, ça dure 3 minutes, tu fais ça la même chose pendant 2 mois. Des fois, avec moi dans mes suivis, ce que je leur donne, je dis, tu fais tel nombre de répétitions, tel nombre de séries, tous les jours, etc. En fait, quand c'est quelque chose en plus que tu n'as jamais fait, parce que tu n'as jamais pris en considération, ça fera du bien en fait, dans le système. Donc après, quelle place ça a? Ça dépend. Selon moi, c'est toujours cette dose minimale effective, c'est-à-dire qu'avec le moins que tu fais, tu peux avoir le plus de résultats possible. Donc trouver le juste milieu par rapport à ce dont tu as vraiment besoin. Toi, je vais prendre l'exemple, des fois le trop, c'est aussi l'ennemi du bien. Je vais prendre l'exemple des stimulations vestibulaires. Uniquement des stimulations. Pas là pour éduquer, ça on laisse ça aux professionnels qui sont. Qu'est-ce que c'est une stimulation vestibulaire? Parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas, je pense. Stimulation vestibulaire, en fait, c'est la composante, comme je disais, bien s'équilibrer. Donc oui, il y a une confusion dans le monde de l'entraînement entre la proprioception où on pense que c'est travailler sur un bosu. Non, c'est plus en lien avec l'équilibre, justement. Et en fait, on a une oreille interne, en l'occurrence une à droite et une à gauche, qui nous permet de bien s'équilibrer. Et donc, une stimulation vestibulaire, c'est juste venir stimuler le vestibule ou l'oreille interne dans les différentes directions qui nous permettent de calibrer l'environnement. Pour faire simple. En gros, je tourne la tête rapidement à droite. Par exemple. C'est un peu plus complexe, mais c'est en version simplifiée. Non, on simplifie. C'est un raccourci. Là, on est passé pas par les petites routes, là, on est dans les champs. Là. Mais en gros, c'est ça. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que selon le background, c'est des choses que les gens ne travaillent pas forcément tous les jours ou ne stimulent pas suffisamment. Et des fois, en faire trop, la personne peut se sentir un peu plus en menace. Tu vois, comme pour les réflexes, parce que pour nous, c'est la même chose. À la base, c'est pour la survie. Mais si tu fais trop de stimulation à très court terme, dépendamment du background, la personne peut se sentir un petit peu mal. En fait, c'est trouver la bonne stimulation par rapport à la personne. Donc, des fois, ça va peut-être un travail de 30 secondes au courant de la journée, comme des fois, ce sera peut-être 2 minutes. On vient juste donner des bonnes informations parce que notre objectif est de venir calibrer toute cette boucle. Donc, je te dirais, quelle est la bonne stimulation pour la personne? Ça dépend du contexte, ça dépend de la personne. Il y a plein de paramètres à prendre en considération. Est-ce que ton objectif est de recalibrer toute la boucle sur le moyen long terme
Ou alors, est-ce que c'est juste ce phénomène de PAP juste avant une séance? Le volume ne sera pas le même non plus, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, il faut prendre en considération le contexte et la personne, et tu trouves qu'est-ce qui est la bonne dose pour la personne, en fait. Et pareil, est-ce que ça se fait en début de séance ou est-ce que ça se fait entre les exercices? Les deux. Les deux peuvent se faire. Tu n'es pas obligé de faire les deux, selon moi, mais les deux peuvent se faire. Et c'est pour ça que tu n'as pas besoin de voir ça comme un gros protocole. Comme je prenais l'exemple du docteur Milo avant, c'est pas un gros protocole où l'idée, c'est que tu vas faire... Enfin, tu peux faire un gros truc de 1 heure comme une séance de prépa physique, comme tu le disais, 1 heure, 1h30, 2 heures, peu importe, c'est pas ça la question. Par contre, des fois, ça peut durer 10 secondes. Tu vas juste venir stimuler que tu peux faire juste avant ta séance. C'est correct. Ou entre une série. Tu sais, des fois, au lieu d'être sur ton téléphone entre une série, tu vas faire une stimulation. Ou alors, tu sais, il y a pas mal de courants, on va dire, que tu vois sur les réseaux du jonglage. Techniquement, c'est de la neuro, en fait, du jonglage. Qu'est-ce qui t'empêche entre deux séries de bench, développé couché, de faire du jonglage? Après, tu peux le cibler un petit peu plus par rapport aux différentes exigences, comme disait Romain par rapport à l'écologie. Des fois, tu vas juste jongler que d'un côté. Ou après, des fois, juste en croisant le bras, etc. Bref, après, tu peux aller dans l'individualisation plus. Voilà. Et vas-y, je te laisse rajouter un truc, après je te pose une question. L'idée, elle est très simple, c'est une fois que tu saisis les principes, tu peux les placer où tu veux dans l'entraînement. Et ça peut être des séances à proprement parler. Si ton job dans un staff, c'est de faire ça, ça peut être pendant l'entraînement, ça peut être à l'échauffement, ça peut être sous forme de quotidien. C'est des petites routines à placer dans ta journée. Ça peut être plein de formes différentes. Ça dépend ce qui est bon pour le sportif, ce qui est accepté par le sportif, ce qui peut être réalisable par le sportif et des appétences de la personne qui utilise cet outil dans un système plus global de prise en charge qui peut être prépa physique, kiné, ostéo, prépa mentale, psychomote. Toutes les personnes qui saisissent ce système vont l'adapter, le modéliser dans leur pratique. Et je pense que ça, c'est plus important que d'avoir des méthodes toutes faites. J'allais rebondir là-dessus, donc c'est très bien. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, on est un système avec des principes. Parce qu'en fait, tu peux l'adapter par rapport à tout le monde. Tu vois, dans la formation Labo RNP, tu regardes, même encore aujourd'hui, il y a des kinés, ostéo, préparateurs mentaux, préparateurs physiques, coach performance, entre guillemets, ou réadaptation. En fait, la réalité, c'est que quand tu as des principes, les méthodes en découlent. Alors que si tu as une méthode, tu vas essayer de trouver le contexte idéal pour pouvoir le mettre en place. Non, là, encore, il y a un contexte et tu arrives, une fois que tu as compris ces principes-là, à glisser tout ce que tu veux dedans, en fait. Trop bien. Et tout à l'heure, tu parlais de le faire entre les séries. Est-ce que ça n'empêche pas la récupération? Question peut-être plus pour Romain. Et est-ce que ça génère une fatigue qui peut être perçue ou quantifiable? Parce que je sais qu'il y a des religieux de Excel qui nous écoutent. Mais voilà. Moi aussi. Est-ce qu'il y a une vraie fatigue qui s'instaure sur ça? Tu peux en avoir. Ça dépend des systèmes que tu... Et là, je parle plus de systèmes centraux que tu vas cibler. Mais par exemple, le cervelet, il est hautement métabolique. Ce qui veut dire que si tu vas travailler à fond sur ton cervelet entre deux séries, de manière bien ciblée, si tu n'es pas bien alimenté, parce que le cerveau, c'est glucose et oxygène. Donc si tu ne sais pas bien respirer, si tu fais des choses en apnée, etc., que tu n'as pas l'apport qu'il faut en oxygène, l'apport qu'il faut en glucose, tu rajoutes cette stimulation-là, tu peux cracher. Ouais. Donc, c'est à individualiser et c'est à bien choisir en fonction de ce que tu fais. Par contre, des petites stimulations proprioceptives ciblées sur certains récepteurs de manière à jouer sur la voie de la colonne dorsale. C'est la voie qui remonte les informations proprioceptives, ça croise au niveau du bulbe rachidien, ça remonte de l'autre côté. Bref, la proprioception, c'est juste la carte du corps dans l'espace et dans le temps. Et tous les récepteurs, c'est un élément de cette carte GPS. La carte GPS, c'est par exemple, on va prendre Passini, c'est les feux rouges. Golgi, ça va être les passages piétons. La personne en face de toi, le sportif en face de toi, chaque articulation, c'est une zone de la carte sur laquelle il va falloir que tu cibles quel est l'élément de cette carte GPS qui est plus flou. En fait, ça, c'est pas très métabolique, ça va encore. Tu peux le placer un peu quand tu veux. Tu fais du haut du corps, rien ne t'empêche de faire une cartographie de ta cheville sur la proprioception dont le sportif a besoin. Par contre, les yeux, un peu le vestibulaire, tout ce qui va être... parce que les yeux et le vestibulaire, il y a beaucoup qui passent par le vernis et par la partie centrale du cervelet. Tu as aussi des effets et c'est très métabolique, donc il faut savoir le placer. Attention, quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est de gagner du temps sur la calibration de la boucle sensorimotrice
en plaçant des choses à l'entraînement, ou est-ce que ton entraînement, l'objectif, c'est de développer les qualités physiques? Développement d'un côté, optimisation de l'autre. Oui, ça peut être travaillé de manière concomitante, mais il ne faut pas aller non plus n'importe comment. Il y a des petites règles à suivre. Trop bien. Est-ce que c'est applicable pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des cas où il ne faut surtout pas aller stimuler la neuro? T'as quelque chose en tête? Oui. Non, mais par exemple, la stimulation visuelle pour quelqu'un qui n'a pas de vision binoculaire, par exemple, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait différemment? Est-ce que sur certaines pathologies ou handicaps, parce qu'on n'a pas tous des sportifs de haut niveau, on peut avoir, tout à l'heure on parlait des troubles 10 ou de certaines pathologies chez les enfants. Le 10 n'est pas une pathologie, hein, mais sur des handicaps particuliers ou quoi, est-ce qu'on peut le faire? Et est-ce que c'est utile et est-ce que c'est dangereux? Voilà. Travail collégial. Il faut que tu sois dans un groupe de praticiens avec toutes les personnes avec qui tu travailles et tu dois être capable de discuter avec tout le monde sans être expert, juste discuter de manière à ce que les autres professionnels te tirent les red flags. Je pense à des trucs tout simples. Le neurodynamique, t'en vois plein sur les réseaux sociaux. Mais il y a des red flags de ouf quand tu parles avec certains kinés bien formés là-dessus. C'est pas un truc à faire tout le temps. Les yeux, c'est pareil. Si t'as pas de vision binoculaire, je pense que va d'abord voir un spécialiste de la vision. C'est pas toi le spécialiste. Par contre, le fait de voir que cette personne n'a pas de vision binoculaire, parce que t'as fait un bilan, parce que t'es un peu initié, peut-être que t'es la seule personne de sa vie qui va faire en sorte qu'elle aille voir un professionnel de la vision. Et ça arrive même sur des sportifs qui ont 28, 30, 32 ans, qui s'en sont jamais rendus compte et qui sont pourtant dans des sports de prise d'infos. Et où les yeux, en fait, c'est leur matériel de travail. Et en fait, ils n'ont jamais été voir le professionnel de ça parce que personne n'a jamais levé un drapeau rouge. Donc je pense que le travail collégial est avant tout à pousser en avant et qu'il faut avoir des connaissances de manière à pouvoir parler avec tout le monde. Et ça nécessite de laisser les égos de côté. Ça, c'est peut-être plus compliqué. Je crois que tu viens de prononcer le mot qui est le plus prononcé dans l'émission. C'est l'ego. Ah. Mais vraiment, hein, je plaisante pas. C'est un tueur, l'ego. Non, je disais, c'est un tueur, l'ego. Combien de personnes que j'ai pu avoir en mentor dans ma vie m'ont dit ils ont arrêté de faire de l'éducation de masse parce que l'ego tuait tout. Et l'ego, c'est le fait... Les gens, ils ont peur qu'on leur pique leurs clients, tu sais, ou leurs patients. Mais non, mais on est en concurrence avec personne. Nous, on travaille ensemble. Ouais, non, mais la vision qu'on essaie d'avoir, c'est OK, on va faire un bilan de l'état actuel de ta boucle sensorimotrice. Mais parce qu'on va te permettre d'aller travailler... Moi, il n'y a pas une personne que je suis qui ne va pas travailler avec un kiné, avec un ostéopathe, avec un dentiste, parce qu'à un moment, tu vois, ils ont besoin, mais les gens, ils ne le savent pas, en fait, que, je sais pas, il te manque une dent et ça va déséquilibrer tout ton corps. Et donc, juste ça, tu vois, de leur dire et de permettre d'aller voir un dentiste. Et moi, des fois, je ne suis même pas les gens, je leur dis, va voir le dentiste. Et des fois, ça suffit. Donc, voilà. Et après, tu peux, oui, travailler avec tout le monde, que des enfants. Moi, je travaille avec des enfants, je travaille avec des personnes âgées, avec des personnes qui ont eu des AVC, mais on est aussi dans un parcours médical. Moi, je ne travaille pas avec quelqu'un qui a une problématique s'il n'a pas vu un médecin, et si je n'ai pas l'accord du médecin et de ses thérapeutes qui le suivent. Et donc, peut-être qu'il y a 5-6 ans en arrière, moi, j'envoie systématiquement les gens chez un médecin. S'ils ne sont pas allés chez le médecin avant, j'envoie un bilan et je leur demande de montrer au médecin. Il y a 5-6 ans en arrière, les médecins, ils rigolaient, tu vois. Maintenant, c'est les médecins qui m'envoient des gens. Donc, et voilà, sans que je connaisse les médecins, les médecins disent allez voir quelqu'un qui pratique de la neuro, etc. Donc, je pense qu'on peut travailler avec tout le monde si on a une intelligence de savoir aussi travailler en pluridisciplinarité. Et ça, c'est très important. Trop bien. Je regarde l'heure. On a encore 20 minutes. C'est top. Et après, on mange. Et après, on va manger, parce qu'on a attendu au resto. Ouais, parce que les gens ne le savent pas, on est dans un contexte d'un séminaire. Ouais. On a beaucoup parlé. On est dans un château. On voudrait, c'est vrai, on voudrait beaucoup manger maintenant. Comment est-ce que vous faites pour trier, vous qui consommez beaucoup de formations et d'informations, pour trier ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, et comment intégrer une chose ou une autre dans la pratique de tous les jours? Ouais, celle-là, elle est dirigée. Ouais. Elle est dirigée. Le concept du second cerveau.
aller chercher ça. J'utilise Obsidian. Et tout ce qui te vient en tête doit passer sur des notes. Ces notes, tu ne les architectures pas, tu ne les organises pas tout de suite, tu les organises 2 fois par semaine, mais ça doit aller dans des catégories. Et ces catégories, c'est tes projets actuels, c'est tes recherches, c'est tes idées futures, c'est tes archives. Mais en gros, toutes les recherches que tu fais et surtout toutes tes idées qui viennent, tu dois les noter. Et ça, je pense que c'est nécessaire pour tous les coachs par rapport aux problématiques de terrain qui arrivent, mais également et surtout pour les athlètes qui se doivent de tenir à jour un carnet d'entraînement personnel. C'est pas le coach qui tient à jour le carnet de l'athlète. Parce que tu vas arriver sur la question des livres, et que pour moi, le meilleur livre sur l'entraînement, c'est le carnet d'entraînement de l'athlète. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit quand même depuis le début, c'est de ne pas avoir vraiment de certitude et tout le temps te remettre en question. Et peu importe toute l'approche aujourd'hui qu'on a au niveau du système RNP, on continue tout le temps de se former, on continue tout le temps de lire, de faire des recherches et d'expérimenter ça sur le terrain et voir ce que ça donne. Et que aujourd'hui, on a quand même pas mal évolué dans pas mal de choses, notamment au niveau neuro. Mais au début, ça part beaucoup par d'essais-erreurs. Tu testes, oui, non, qu'est-ce que ça donne? Puis après, tu commences à l'adapter. Et au fur et à mesure, tu commences à créer un système. Au début, quand tu débutes en tant que coach, tu n'as pas de système. Donc, tu prends un petit peu un modèle qui existe. Puis après, tu testes, tu regardes un petit peu ce que ça donne, ça je garde, ça j'enlève, etc. Et aujourd'hui, moi, je parle pour moi. On évolue. La seule certitude, c'est que j'ai pas de certitude. Tu remets tout le temps les choses en question. Dès que tu fais une nouvelle formation, tu regardes un petit peu ce qu'il y a à apprendre. Ça, tu gardes, ça, tu enlèves. Et en fait, au fur et à mesure, c'est ton système global qui essaie d'augmenter, qui augmente. Et au fur et à mesure qu'il augmente, tu sais plus ou moins ce qui rentre dedans par rapport à ce que tu as pu expérimenter sur le terrain, ce que tu as pu valider avec les différents articles, différentes recherches. Et au fur et à mesure, c'est ton système global qui commence à augmenter. Mais pour moi, à la fin, c'est quand même finalement le terrain qui répond, dit ça, je garde, ça, je garde pas en fait. Alors, on va passer rapidement aux questions de la fin. Vous êtes tous les 3 entraîneurs. Donc pour vous, qu'est-ce qu'un bon entraîneur? C'est le moment où on passe le micro à l'autre. J'aime bien cette question. Parce que, tu vois, j'entraîne encore des gens. Enfin, je forme en BPGEPS et j'ai formé pendant 6 ans dans une fédé. Et après, j'étais aussi dans un contexte. Je formais dans une institution, beaucoup de gens. Et je disais toujours, quand je finissais les cycles de formation sur des brevets fédéraux, tu vois, ou même en BPGEPS, je leur dis toujours, mais en fait, ça, c'est que le début. La remise en question doit être perpétuelle. Si tu ne te remets pas en question, c'est que tu es un mauvais entraîneur. Enfin, c'est ma vision des choses. Hein. Parce que, et il faut aussi pratiquer. Il n'y a pas... tu vois, je disais encore là, pendant le séminaire, la semaine dernière, je me suis aperçu qu'une des grandes théories qu'on voit dans des formations en neuro, en fait, elle n'est pas si juste que ça. Parce que j'ai vu complètement le contraire sur un bilan. Mais si je ne faisais pas des bilans toutes les semaines chez moi, je ne me rendrais pas compte de ces évolutions. Et plein d'évolutions qu'on a eues dans notre pratique se sont faites grâce au suivi qu'on a. Donc voilà. Et Romain, je connais sa manière de faire de la prépa physique. Je parle à sa place, hein, c'est pas très poli, mais Romain, je connais sa manière de suivre en prépa physique. C'est très data, c'est très calibré, etc. S'il n'avait pas cette remise en question à chaque fois qu'il donne une séance à un athlète et qu'il analyse ce qu'il a fait avec l'athlète, il n'y aurait pas de progression. Et c'est un petit peu ce qu'il nous disait tout à l'heure. Et je pense que c'est très important d'avoir justement ce retour permanent. Donc voilà, remettez-vous en question et voilà, c'est ma vision. Pour ma part, ce serait répondre aux objectifs du sportif. Mais ce que je veux dire par là, je rejoins à 100% ce que tu as dit, mais c'est si tu n'as pas la réponse à un instant T, fais les recherches pour pouvoir les trouver. Et même si ce n'est pas toi, la personne dont le sportif il a besoin. Et qu'il faut que tu aies cette intelligence aussi de, il vient vers toi, tu n'as peut-être pas la solution, tu n'es peut-être pas la bonne personne pour lui, envoie-le chez la personne qui pourrait répondre à ce qu'il recherche. Romain, je le vois, il est en train de dire. Très bien ce que tu as dit. Merci. Non, c'est très bien, moi je vais être court. Tu as 19 minutes. Du coup, il aura pas le temps là. Romain, continue, on va aller manger. Ça... Il a faim. Non, il y a un truc qui me drive, c'est permettre une amélioration de performance significative chez tous les sportifs en face de toi. Pour ça, il y a un truc que Stéphane Morin met en avant dans pas mal de ses posts, ça s'appelle le ratio de Zattersky. Ce ratio, je pense que tout coach devrait le mettre en avant et le calculer sur ses sportifs, quel que soit le niveau. 85%, t'es très bon.
75, t'es bon. En dessous de 65, pose-toi les questions. Mais même, pose-toi des questions tout le temps. Et l'idée, elle est simple, c'est que tu vas mettre en place des objectifs. Est-ce que tes sportifs arrivent à intenter à l'objectif qui a été fixé sur la saison? C'est très dirigé vers la performance, je conçois. Avec les coachs dont j'en parle, c'est quelque chose qui permet la remise en question. Si tu estimes faire de la performance, tu dois être à plus de 85% sur ton ratio de réussite et ton ratio d'efficacité. Si ce n'est pas le cas, comme il l'a dit Sébastien, trouve les solutions. Et la décence de te remettre en question et d'essayer d'avancer, parce que c'est ça qui va tirer le tout vers le haut. Et en tant que prépa physique, cette idée de pousser le duo entraîneur-entraîné vers le haut et que tu leur apportes les solutions pour qu'en fait on retrouve plus de 85% tout le temps et que tu sois capable d'apporter des solutions concrètes sur le terrain à tout le monde. Un livre préféré ou un livre à conseiller? Que ce soit sur l'entraînement ou autre. Hein. Parce que tout à l'heure, tu parlais de pensée complexe, ça me fait penser à Edgar Morin. Si vous avez d'autres livres, je vous laisse faire. Alors moi, je suis en train de lire les tomes originaux des Tortues Ninja. C'est vraiment cool. Et sinon, j'aime bien Paulo Coelho, mais c'est plus pour la pensée, etc. Après, il y a tellement de livres qui sont bien. Moi, une de mes premières inspirations, c'était quand même Tudor Bompa. Voilà. De quoi? Tudor Bompa. Ok. Périodisation. Qui est traduit en français maintenant. Et ça, c'est plus facile. Zut. Moi, je l'avais lu en anglais à l'époque, c'était chiant. Ouais, bah, Et maintenant, ouais, c'est en français, bizarrement, c'est plus simple. L'anglais me gêne moins. Ah oui, ça aussi, dans Être un bon entraîneur, c'est intéressant. Ouais. Il faut lire l'anglais. Ouais. On n'a pas le choix. Et à un moment, moi, l'anglais, ça me dérange pas, je peux le lire, tu vois. Mais ça m'a toujours freiné dans ma carrière. Moins depuis 3 ans, parce que je me force de plus en plus à lire. Mais toutes les études scientifiques sont en anglais. Tout est en anglais, quoi. Les bons livres, ils sont en anglais. Les bonnes formations, enfin, pas toutes. Il y a des bonnes formations en français aussi, c'est pas ce que je dis. Mais il y a énormément de bons contenus qui se font ailleurs dans d'autres pays. Et tu vois, aujourd'hui, on va se former un peu dans plusieurs pays. On est allé se former au Canada, en Écosse, dans des pays, des formations qui viennent des pays de l'Est, etc. Le discours, c'est l'anglais, quoi. Donc si tu parles pas anglais, t'es un peu biaisé. Donc un Becherel et un dictionnaire franco-anglais, c'est pas mal. Ouais, un Becherel pour certains Français, c'est aussi bien. Hein. Seb? Pour moi, il y a deux versants. Tu te places en tant qu'entraîneur. Donc après, il y a plein de choses. Tu es entraîneur, il faut que tu répondes à la fois en termes de connaissances, compétences, mais également en tant qu'entraîneur, qualité humaine. Donc évidemment, il y a tous les livres de développement personnel, etc. que faut que tu évolues en tant qu'être humain. Enfin, moi, je parle pour moi, j'ai déjà connu des entraîneurs. Qu'est-ce que j'aimais pas bosser avec eux, parce qu'ils étaient vraiment exécrables, en fait. Tu vois, en tant que qualité humaine, tu venais, fais chier, j'ai nouveau lui, quoi, etc. Donc pour moi, ça prend quand même une part considérable. Et plus que les livres de développement personnel basiques, tu sais, qu'on a très américains, etc. Moi, je dirais va plutôt dans le côté asiatique avec tout ce qui est samouraï et japonais et chinois. Et moi, ça me parle beaucoup plus, tu vois, dans plus le côté meilleure version de toi-même, mais pas le côté très business marketing américain. Donc, il y a ce versant-là. Et après, au niveau d'entraînement, je dirais, j'aurais presque 3 réponses, je dirais. Premier de base, si tu es vraiment dans la préparation physique, Romain sera content parce que je vais dire super training, forcément. Mais en vrai, après, il y a aussi une autre catégorie qui est les livres que tu as lus avant les années précédentes. Dans le sens où ta lecture et ta sensibilité, tu as beaucoup évolué en termes de connaissances humaines, mais également en termes de terrain, et que tu reprends un livre que tu as lu il y a X années, tu dis « Ah, il y avait donc ça, maintenant je commence à comprendre le lien ». Et le troisième livre que je dirais, je l'ai oublié. Il y en avait un troisième et je me suis dit « C'est l'art de la guerre ». Et tu parlais des trucs asiatiques. Ouais, il y avait de ça. Mais j'aime bien, tu sais, c'est un truc bête, mais tout ce qui est avec... le truc avec Bruce Lee. Ah, oui. C'est avec, dans le sens où be like water, my friend, etc. Ce qui est très intéressant, c'est justement ce que je disais avant par rapport à l'entraînement, c'est prends ce qui est utile et enlève ce qui est useless, qui n'est pas utile. Et en fait, c'est comme ça que tu crées un système de pensée avec, tu évolues, tu prends ce qui est bon et tu enlèves ce qui n'est pas bon et tu évolues dans ce système-là, en fait. Rester adaptable. Ouais, c'est ça. Be like water, my friend. Est-ce que tu veux rajouter autre chose que le carnet d'entraînement ou... Ouais, tu peux ajouter Cerveau, posture et mouvement de Thierry Paillard, qui est un
un chercheur en STAPS et qui est prof à Gap, il me semble, enfin dans le sud-ouest. Très bien, comme bouquin. Sud-est, excuse-moi. C'est pas loin de chez moi. Ouais, mais je sais pas exactement dans quelle fac il est, mais c'est un prof de STAPS, excusez-moi. Ouais. Ensuite, Super Training, comme il l'a dit, parce que ça serait cool que tout le monde le lise au moins une fois dans sa vie et jusqu'au bout. Et ça, je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de monde qui soit allé au bout. Est-ce qu'il est encore trouvable? Je crois pas. Hein. Ouais. Ouais, si, tu le trouves Je sais en pas s'il est occasion. encore édité. Tu Ouais. galères, mais tu peux le trouver. Battez-vous. Non, c'est vraiment bien. Et il y a des trucs dépassés et tout, pas de souci, mais la construction de ce livre est vraiment bien parce que c'est un livre sur lequel tu vas revenir. Comme il l'a dit Seb, tu reviens sur ce bouquin-là et ça te permet d'ouvrir la recherche sur d'autres choses. Donc, ouais, cerveau, posture et mouvement, super training. Et ensuite, je viens de l'athlétisme. Donc, dans l'athlé, plus particulièrement des lancers. Et je pense qu'il faut lire Bande d'Archouk. Voilà. Je me rappelle du 3e, mais c'est pas vraiment un livre. En fait, c'est surtout, ouais, t'as les bases, comme on l'a évoqué là, mais c'est surtout livre, mais également article. C'est surtout qui répondent à une problématique de terrain. Exemple, tu vois, t'as une problématique au niveau de la force, bah, va voir qui est le meilleur au niveau de la force et va lire ça ou va te former chez lui en fait. Donc c'est un livre, mais en même temps, c'est plus les formations et les lectures qui t'orientent vers ça. Et tu sais, il y a tout le temps des collectionneurs. Ah, j'ai lu tous les livres, j'ai fait toutes les formations, mais finalement, t'as rien retenu. Tu as une problématique de terrain, fais les recherches qui t'emmènent justement pour répondre à cette problématique-là. Tu me visais là. Vas-y, Adrien. Ouais, je me permets juste de rajouter, on a cité beaucoup d'auteurs pas français, mais en France, on a quand même eu des super auteurs aussi. Et moi, j'adorais les livres Les Diamants neuromusculaires et toute la série qui a suivi de Michel Dufour, qui sont encore trouvables sur Internet. Ouais. Donc, sur Internet, en achat. Hein. Donc, voilà. Je précise. Je crois que c'est les éditions Holodalen qui le font. Oui. Donc, Michel voilà. Dufour, normalement, ouais. Les Ouais. anciens, je sais pas, mais. Michel Dufour. Il a répondu à une de mes questions en préparation physique. C'était quelle est la meilleure programmation possible en préparation physique? Dans son livre, Le puzzle de la performance. Et donc, je vous laisse lire pour avoir la réponse. Parfait. Avec le code promo Labo. Ouais, je rebondis avant de clôturer l'épisode. C'est vrai qu'on s'attarde des fois sur les livres pour le contenu technique ou les belles images. Ce qui, à mon sens, est le plus important dans des livres, c'est ce que tu disais un peu. C'est des livres qui imprègnent une philosophie plus qu'une méthode. On reparle des principes de base. Et les meilleurs livres, finalement, c'est ça, quoi. Enfin, Et- tous les livres qu'on me cite, c'est ça. Ouais, et ils sont bas d'aujourd'hui. Hein. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est clair. Bah, les gars, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir Merci de découvrir la neuro grâce à vous. Et à très vite. Merci à toi. Merci. Ça y est, l'épisode est terminé. Il était un petit peu plus court que prévu parce qu'il fallait qu'on aille au restaurant. Pour l'anecdote, on a tourné ça pendant un séminaire à la Labo RNP où je suis parti me former. Et c'était vraiment très très drôle parce qu'on a filmé ça en 1 heure entre la fin de la formation et le resto. On est arrivé en retard au restaurant. Enfin, c'était vraiment comique. Donc j'espère que l'épisode t'a plu, que t'as appris des choses. Et surtout, si tu veux passer la formation à la Labo RNP, n'hésite pas à passer par le lien affilié. Ça permet à tout le monde d'être gagnant. Allez, ciao ciao.